Je crois que je n'ai jamais été aussi sérieux sur la chaîne. Lossless Scaling encule-t-il Nvidia? Alors attention, c'est pas à prendre au premier degré, bien évidemment, même si j'espère que tu as l'image en tête. Bon, plus sérieusement, est-ce que Lossless Scaling, un petit logiciel, arrive à concurrencer un géant de la tech comme Nvidia? Eh bien, la réponse est non. Voilà, fin de la vidéo, merci, au revoir, merci à tous, au revoir. Fin de la vidéo, merci, ciao, ciao, ciao. Non, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est beaucoup moins binaire comme analyse et comme expérience finalement. Alors, je te précise tout de suite, je ne vais pas te montrer comment régler et où utiliser Lossless Scaling, ou même le FrameGen et le multi-FrameGen d'NVIDIA. Tu as déjà des vidéos dédiées sur la chaîne qui expliquent très bien, qui prennent le temps d'expliquer, donc tu as tout ce que tu as besoin déjà sur la chaîne. Après, c'est surtout qu'on n'a pas le temps pour ce genre de conneries, je suis pas vulgarisateur, je suis créateur de contenu qui fait de la vulgarisation. Ok, on aurait pu avoir le temps, mais il y a des vidéos déjà sorties. Donc commençons de façon structurée et logique cette vidéo. Donc on va parler en grande thématique, l'utilisation, la compatibilité, les performances, la qualité, la latence, les avantages, les inconvénients et évidemment le prix. Donc en gros, en fait, on va tout voir de fond en comble, point par point, et on va faire un gagnant à chaque fois entre guillemets, même si je le dirai pas ouvertement, je donnerai juste les avantages, les inconvénients, et vous pourrez directement bien choisir en fonction de ce que j'ai donné comme élément. Alors niveau utilisation, Lossless Scaling, c'est un logiciel qui est dispo sur Steam, contrairement à Nvidia qui est une option graphique dans le jeu. Donc comme tu pourrais activer, désactiver ou mettre de meilleure qualité les ombres, eh bien tu vas pouvoir activer, pour Nvidia en tout cas, la frame génération ou la multi-frame génération. Donc là ce que tu vois c'est tout simplement Lossless Scaling, donc le logiciel concurrent de Nvidia. Et comme tu peux voir, il y a beaucoup d'options, beaucoup de personnalisation, ce qui peut être très intéressant et très vite chiant également, parce que dans un premier temps, il faut tout comprendre, tout régler, tu peux pas copier bêtement les réglages de quelqu'un parce que ça change d'une configuration à l'autre, d'un jeu à l'autre. Donc il va falloir comprendre et régler, prendre du temps à régler pour avoir le meilleur réglage possible. Évidemment, tu peux régler rapidement, mais ça sera pas le plus optimal forcément. Et du coup, si on compare avec Nvidia, comme je le disais du coup tout à l'heure, si on active l'option dans les réglages, on n'a qu'une option en fait, on active, donc c'est on, off, et après on met x2, x3, x4, et c'est tout. Mais alors justement, vu que on peut activer en faisant on, off, etc., on va parler de compatibilité. Est-ce que c'est bien compatible? Est-ce que c'est largement compatible? Ou est-ce que c'est plutôt très restreint? Eh bien, restreint ne rime pas du tout avec Lossless Scaling, parce que Lossless Scaling est compatible sur tous les jeux, et même plus généralement, toutes les applications utilisant la partie graphique, donc en fait avec une accélération matérielle. Accélération matérielle que tu vas retrouver par exemple sur tes navigateurs internet, Chrome, Firefox, etc. Donc si je traduis ce que je viens de dire dans un fait, dans une utilisation concrète, ça va être par exemple d'utiliser Lossless Scaling sur YouTube ou sur Twitch pour améliorer la fluidité des vidéos ou des streams que tu regardes. Et en plus de ça, c'est utilisable également sur console portable Windows, donc la Asus ROG Ally, la Legion Lenovo Go, non c'est la Lenovo Legion Go, ou encore la MSI Cloud de chez MSI. Côté Nvidia par contre c'est un peu tout l'inverse entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut déjà une carte graphique compatible, donc de série 4000 ou série 5000, en sachant que les séries 5000 elles peuvent faire du x3 ou x4 alors que les séries 4000 sont limitées en x2. Alors quand je parle de x2, x3, x4 c'est la multiplication de tes FPS, donc si par exemple tu es à 60 FPS et que tu fais x2, eh bien tu passes à 120 FPS. Donc le x2 c'est les RTX 4000 et les autres, x2 compris évidemment, donc x3, x4 c'est pour les RTX 5000. Mais sinon c'est trop simple, ce n'est pas la seule restriction de la part de Nvidia, il faut que le jeu soit compatible également. Donc déjà vous oubliez tous les vieux jeux qui n'ont pas du tout de DLSS, de ray tracing, etc. Et même les jeux moyennement récents, par exemple Black Myth ou Wukong n'a toujours pas eu la mise à jour, en tout cas à l'heure où je fais la vidéo, n'a toujours pas eu la mise à jour lui permettant d'accéder justement au multi-frame génération. Et après si je vais aller plus loin, il y a les jeux qui sont nativement compatibles et les jeux qu'il faut forcer entre guillemets la compatibilité. Je pense notamment à God of War Ragnarok qui est compatible avec le frame génération classique, donc x2, mais avec l'application Nvidia App ou Nvidia Inspector, on peut forcer le multi-frame génération et monter jusqu'en x4 dans le jeu. Par contre, il y a quand même un défaut, c'est que ça ne sera pas réglable dans le jeu directement, mais plutôt dans l'application que tu as utilisée. Donc c'est un peu la même utilisation que Lossless Scaling, du coup, il faut utiliser un logiciel externe pour pouvoir permettre de choisir le réglage x2, x3, x4. Et vu qu'on parle de x2, x3, x4, on va parler de performance. Lequel est le plus performant entre les deux? Et quand je parle de performance, je parle uniquement de FPS et de charge de travail, donc charge de travail supplémentaire, car oui, le frame génération, la génération d'images, ça demande plus de performance que si c'était désactivé. Donc on va tester directement sur Cyberpunk, qui est selon moi le meilleur jeu pour faire des benchmarks. Ouais Adam, tu peux mettre le chèque de 8 millions sur le bureau, il n'y a pas de problème. Nickel, pas de problème. Donc si on revient à nos moutons, alors pas cela mais plutôt le benchmark du jeu.
Donc en benchmark dans le jeu, comme tu le vois actuellement, je suis en natif, donc en 1440p, en ultra, sans ray tracing, sans DLSS, et vu que c'est du natif, sans frame génération. Sur Cyberpunk, du coup, je tourne à 81,59 fps, et oui, c'est très précis, sûrement parce que Cyberpunk a un partenariat avec les rasoirs Gillette. Si maintenant j'active avec Lossless Scaling en x2 et avec les réglages que je te montre actuellement sur l'échelle, donc notamment l'échelle de résolution à 100%, alors petit aparté, si tu te dis là tout de suite 100%, pourquoi t'as pas mis 75, le l'échelle recommande 75, les tests ils sont biaisés, etc. J'ai fait le test avec les deux, donc 75 et 100%, il n'y a aucune différence avec ma configuration, en tout cas en termes de performance. Ça se joue à moins de 2 fps de différence, donc en gros c'est pareil. Mais tu comprendras un peu plus tard pourquoi j'ai mis 100%, c'est beaucoup plus logique de mettre 100% dans ce cas-là, mais de toute façon il n'y a pas de différence de performance. Dans mon cas en tout cas, sûrement parce que j'ai une grosse carte graphique qui peut faire le traitement facilement. Donc avec Lossless Scaling en x2 et avec du coup l'échelle de résolution à 100%, je suis à 65,42 fps, donc avant le traitement de Lossless Scaling, et après le traitement de Lossless Scaling, je passe à 130,84. Donc pourquoi je précise avant et après le traitement? Tout simplement parce que on va voir en fait la différence que le Lossless Scaling prend. C'est-à-dire que si c'était purement du x2, bah je devrais faire 81,59 x2. Sauf que de générer des images créées par IA, ça demande des ressources, ça demande des performances qu'on voit là vu que je descends à 65 fps. Donc si je descends à 65 fps, c'est que logiquement le logiciel demande à peu près 20 fps si on parle que en fps. Donc c'est pour ça que j'ai donné les deux valeurs. Maintenant, si je passe Lossless Scaling, toujours avec les mêmes réglages, mais que je passe en x4, où ça va demander tout simplement une charge de travail beaucoup plus importante. Donc comme tu le vois en haut à gauche, normalement tu vois que les FPS sont quand même beaucoup plus bas que tout à l'heure. C'est normal, la moyenne finale est également plus basse. En moyenne finale, on est à 54,80 fps, donc on a perdu entre guillemets 10 fps comparé au x2, et on a perdu 30 fps comparé au natif sans génération d'image. Par contre, en sortie, côté écran du coup, grâce à Lossless Scaling, je suis plutôt à 219,20 fps, donc beaucoup plus haut. Après, on parle pas de ressenti, on parle purement de FPS affichés en termes de statistiques quoi. Le ressenti, on en parlera un peu plus dans la section latence, où là on va du coup beaucoup plus le ressentir et beaucoup plus le voir. Et du coup maintenant, si je fais le même test avec les mêmes réglages mais côté Nvidia, donc avec le multi-frame génération et le frame génération classique en x2, donc en x2 je suis à 66,42 fps de base, donc c'est-à-dire 1 fps plus haut que quand Lossless Scaling était en x2, donc en gros c'est pareil. Et du coup bah en sortie on a aussi une similitude très très proche, c'est qu'on est à 132,84 contre 130,84. Donc là, on voit qu'on est quand même très proche en termes de demande de ressources et de sortie de performance. En x4, là, on va avoir une différence un tout petit peu plus grande, même si ça reste assez proche, c'est qu'on est à 60,44 fps en base, de base sans génération d'image, et après génération d'image, on passe à 241,76. Ce qui fait donc une différence de 6 fps de base sans génération d'image en termes de demande de ressources, et en fps à la fin, du coup, on a une différence qui est plus grande, mais ça reste proportionnellement pareil, c'est 20 fps approximativement de différence, vu qu'on est pour rappel à 241,76 contre 219,20 avec le Lossless Scaling en x4. Donc comme on peut voir, les FPS sont toujours plus hauts, même si c'est pas de très loin côté Nvidia. Et comme je l'ai expliqué, évidemment, on fait du x4, mais on fait pas du x4 sur les FPS sans génération d'image, on fait du x4 avec la génération d'image, donc avec une demande de ressources plus importante. Donc forcément, charge de travail plus importante, moins de FPS de base. Donc là, du coup, avec ce test-là, on peut conclure, même s'il n'y a pas une grande différence non plus, que Lossless Scaling demande plus de performance que la techno de Nvidia, donc qui est plus optimisée, et c'est normal. Alors pourquoi je dis que c'est normal? Tout simplement parce que Nvidia, contrairement à Lossless Scaling qui est une optimisation du coup logicielle, eh bien Nvidia c'est une implémentation dans le jeu, donc qui a accès au moteur du jeu, qui est optimisé pour le jeu, bref qui a beaucoup plus de données, beaucoup plus de matière pour travailler, et elle est sur des cartes graphiques qui sont forcément très performantes, parce qu'on parle là uniquement de série 5000, et à l'heure où je fais la vidéo, de disponible, il n'y a que la 5090, 80, 70 Ti et 70. Ce qui signifie que c'est quand même des cartes graphiques qui sont très performantes, on n'est pas sur du bas de gamme entre guillemets ou de l'entrée de gamme, donc ça sera plutôt intéressant de tester par exemple sur une 5060 qui sera beaucoup moins performante et qui gérera potentiellement beaucoup moins bien la frame génération et la multi-frame génération, donc la génération d'images multiples en français si vous n'êtes pas trop bilingue. Et justement, autre chose qui est très intéressant de tester avec des cartes graphiques aussi moins puissantes, ça va être la qualité. Alors je m'excuse d'avance pour cette petite section qualité, vu qu'on est sur YouTube, il y a une compression qui se fait et donc la qualité sera peut-être moins représentative. C'est pour ça que j'ai fait des screens et c'est pas des extraits vidéo, parce qu'un screen est beaucoup plus représentatif et moins compressé sur YouTube également. Mais du coup, si je te donne la réponse en fonction de mes yeux qui n'ont pas de compression, du coup, par définition, pas définition, c'est un petit jeu de mots d'ailleurs assez... plus jamais. Eh bien, Nvidia est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus qualitatif, tout simplement. Eh oui, fin de vidéo, merci, au revoir, qualité.
Qualité Nvidia? Bah oui, forcément ça rime. Ça rime pas. Dernière fois que je fais cette blague, c'est un running gag, mais ça fera que 2 fois dans la vidéo, qu'on soit bien d'accord. Bon, évidemment, la qualité, avant qu'on voit les screens, c'est normal que Nvidia soit plus intéressant, enfin normal, c'est pas forcément le cas par défaut, mais du coup c'est normal, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Nvidia a accès au moteur du jeu, a plus d'éléments pour travailler et pour générer des images, donc par définition, logiquement, il est plus intéressant et plus qualitatif. Donc là, ce que tu vois avant de faire une comparaison un peu plus précise sur le même jeu, là ça va être sur Mortal Kombat, c'est là où ça m'a le plus choqué, entre guillemets. Alors là, j'étais en génération d'images x6, pour pousser vraiment au maximum, et voir un peu le résultat, et là sur Lossless Scaling, on voit que c'est vraiment dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et ce qui était aussi intéressant sur Mortal Kombat, j'ai encore 2 screens à te montrer pour justement appuyer ce que je vais dire, c'est que sur Mortal Kombat, il y a des transitions assez brutes, où c'est pas un fond noir, c'est pas un, voilà, il y a pas d'effet, c'est vraiment juste brut la transition, et c'est là que Lossless Scaling a le plus de mal, parce que du coup, il a aucun élément pour prévoir ce qui va se passer, contrairement à Nvidia qui a accès au moteur du jeu, donc qui sait comment le jeu fonctionne. Donc là, par exemple, ce que tu vois, il y a eu un changement de scène brut, et là, c'est horrible, on dirait qu'il y a 2 scènes littéralement les unes sur les autres, parce que il y a la scène d'avant et la nouvelle scène en même temps. Pareil sur cette image, c'est exactement la même chose. Et en fait, il y a eu une transition entre la première cinématique et le jeu. Il y a eu une transition brute et Lossless Scaling, il a pas du tout aimé, pas du tout kiffé. Comme tu le vois vers le milieu, il y a encore Peacemaker qui est encore en animation de l'image de tout à l'heure, alors que normalement, on est censé être dans le jeu directement, on est censé être en fight. Et là, du coup, en combat plus dynamique, on va dire en termes de mouvement, on voit que la tête est totalement effacée. Alors, c'est pas parce qu'elle a été écrasée par l'épée, c'est juste qu'elle est totalement effacée. Et c'est là qu'on va voir une différence entre Lossless Scaling à 100% en termes de qualité et 75% en termes de qualité, et la différence elle est plutôt simple dans Cyberpunk en tout cas. Ici je te mets un screen de Lossless Scaling à 100%. Alors tu vois que c'est buggé à gauche, enfin buggé c'est que c'est pas très beau à gauche. Il y a le personnage, il y a la tête qui est dans son épaule, donc c'est littéralement pas très réaliste. Et si tu regardes à droite, là où il y a les missions, là où il y a écrit cyberpsycho repéré, etc., ça c'est net, ça bouge pas, on est nickel, la génération elle est parfaite. Et bien à 100%, j'ai quasiment eu aucun problème, ou en tout cas dans la séquence que j'ai enregistrée et que j'ai fait frame par frame, donc c'est très long de faire frame par frame, une dizaine ou quinzaine de minutes d'enregistrement, et bien à 100% avec Lossless Scaling, je n'ai jamais eu un gros problème au niveau de l'écriture que je viens de te montrer, donc l'écriture verte. Alors qu'à 75%, la valeur qui est recommandée quand on joue en 1440p comme moi, et clairement le texte avait tendance à s'effacer très facilement à droite, à partir totalement en cacahuète, et c'était tout simplement illisible. Et là tu vas me dire, c'est une image générée sur plein d'autres. Alors oui, c'est une image générée sur plein d'autres, et en jeu tu t'en rends pas forcément compte, mais là justement, Lossless Scaling, je m'en rendais compte. Et pour tous les screens que je viens de te montrer avec Lossless Scaling, j'étais en x4 en termes de génération d'images. Et bien clairement, je m'en rendais compte en fait quand je regardais justement le texte, alors que je savais pas qu'à ce niveau-là ça buguait, mais j'avais mon œil qui était attiré à un endroit. Et quand je regardais ce passage-là, donc cet élément-là, et que je bougeais la caméra, parce qu'évidemment si je reste statique, il n'y a pas de problème, et bien quand je bougeais la caméra, je le voyais tout de suite qu'il y avait un problème. J'arrivais pas à voir précisément où est-ce que ça partait en cacahuète, mais je voyais qu'à cet endroit-là, c'était pas du tout net tout le temps. Alors qu'à comparaison avec Nvidia, j'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes. Alors oui, le texte partait un peu en cacahuète en x4 de temps en temps, parce que du coup là aussi j'étais en x4 en termes de réglage, mais franchement c'était très léger et je m'en rendais vraiment pas compte. Je n'ai aucunement, mon œil a été attiré à cet endroit-là. Encore une fois, je ne savais pas qu'à cet endroit-là c'était buggé, c'est vraiment pendant les tests, je le savais pas d'avance vu que j'avais pas encore vérifié, et vraiment j'ai pas eu particulièrement de problème. Pour te montrer quand même sur un jeu que j'ai testé, Fragpunk, là où j'ai eu quelques problèmes, tu peux voir à côté du 30 écrit sur mon arme, on voit défense A, et là on voit que il est censé bouger rapidement, mais vu que c'est rapide, l'intelligence artificielle a du mal à le générer. Donc en fait, ce que j'ai vraiment vu après ces tests-là, du coup en vérifiant frame par frame, etc., c'est que Nvidia reste quand même plutôt stable, même en x4, c'est pas dérangeant, et même en jeu on s'en rend pas vraiment compte, alors que Lossless Scaling par contre, vraiment c'est très visible. Au-dessus de x2, en tout cas, c'est très facilement visible. En x2, c'est plus que correct. On peut s'en rendre compte, mais c'est pas non plus très choquant, pas aussi choquant qu'en x4 en tout cas. Et donc là, on a parlé de qualité, avant on a parlé de performance, mais qu'en est-il de la latence? J'ai pas fait exprès que ça rime, mais c'est plutôt stylé. Eh bien, c'est le point le plus compliqué à comparer, tout simplement parce que Lossless Scaling n'est détecté par aucun logiciel. Tout simplement, quand tu affiches tes FPS par exemple via Steam, Steam détecte les FPS que ton jeu a, pas que Lossless Scaling te permet d'avoir, vu que c'est Lossless Scaling qui va générer les images. Ce qui voudrait dire que pour avoir une valeur stable et fiable de latence, alors stable pas forcément du coup, mais surtout fiable, il faudra avoir un appareil qui peut détecter et calculer la latence en sortie d'écran. Ce que je n'ai évidemment pas, donc je n'ai pas pu mesurer cet élément-là précisément en termes de latence. Donc là, si on parle uniquement de ressenti, et dans mon cas, je précise avec ma configuration et les jeux que j'ai essayés, Nvidia a beaucoup moins de latence que Lossless Scaling. Honnêtement, Nvidia, je peux monter en FPS x4, je n'ai quasiment aucun problème de latence et même de ressenti du coup, de
problèmes, etc. Alors il y a toujours un effet bizarre, ça que ce soit lossless scaling ou Nvidia en main, vu qu'on n'a pas l'habitude, ça fait un effet bizarre quand on est en x3 ou x4. Mais ça c'était le même ressenti et la même gêne côté lossless scaling et côté Nvidia. C'est juste une question d'habitude, donc si je parle vraiment en termes de ressenti de gêne de latence, lossless scaling est pour moi plus dérangeant. Et ce qui n'aide pas non plus lossless scaling, c'est qu'en plus d'avoir une latence que je trouve plus dérangeante et plus impactante, la qualité est inférieure. Et forcément, ça rajoute sur mon ressenti. Je vais pas vous mentir, ça m'a forcément biaisé mon ressenti. Parce que quand tu joues, tu as déjà un sentiment un peu bizarre à la souris, donc quand tu bouges la caméra, que en plus de ça, tu as une latence. C'est-à-dire quand tu bouges la caméra, tu sens que ça bouge pas tout de suite. C'est pas non plus 3 secondes après, mais c'est pas tout de suite non plus. Et qu'en plus de ça, la qualité est pas forcément excellente tout le temps, donc en x4 notamment avec les images que je t'ai montrées, forcément mon ressenti global est moins bon que côté Nvidia, là où la latence est pas forcément bien en dessous, mais en tout cas vu que la qualité est bien au-dessus, forcément mon ressenti est plus agréable. Donc comme je l'ai dit, n'ayant pas le matériel pour tester, ça va être compliqué de comparer, de dire que Nvidia a 30 ms et lossless scaling a 40 ms, surtout que dire qu'il y en a un qui a 20 ms, l'autre il a 30 ms, en fait en ressenti il n'y a pas forcément de différence, alors que sur le papier il y a 10 ms de différence. Donc si tu veux plus d'infos par rapport à ça, je te renvoie pour le côté Nvidia en tout cas, sur ma vidéo sur le multiframe génération, où justement on parle latence et on teste de fond en comble. C'est-à-dire qu'on teste avec le jeu au minimum, le jeu au maximum, avec même le pass tracing et la multiframe génération, c'est là où il y a le plus de problèmes en général. En tout cas voilà, je t'explique vraiment comment ça fonctionne, comment du coup empêcher d'avoir trop de latence en utilisant la multiframe génération. Donc bref, tu as toutes les explications dont tu as besoin dans cette vidéo là, et c'est également utile si tu utilises lossless scaling. C'est les mêmes données, en tout cas c'est le même fonctionnement, donc le même impact potentiellement, enfin proportionnellement. Donc pour faire une sorte de mini conclusion de avantages, inconvénients. Si d'abord on parle positif, parce qu'il faut toujours commencer positif avec les avantages. Alors chez Nvidia, ça va être très simple et très rapide. Il y a la qualité de la génération d'images, la facilité d'utilisation, parce que concrètement, il n'y a que deux options, c'est on-off et x2, x3 ou x4. Et au pire des cas, tu vas dans Nvidia App, tu mets que tu veux forcer la multiframe génération, donc tu mets juste un paramètre et ensuite tu mets x2, x3, x4. Donc c'est très simple. Il y a également les performances qui seront un peu plus intéressantes côté Nvidia, c'est pas non plus déconnant, mais quand même un peu plus intéressant. Et la latence, dans le ressenti en tout cas, que je trouve beaucoup mieux en fait, beaucoup plus qualitatif côté Nvidia. Côté lossless scaling, on a des avantages qui sont vraiment très intéressants. On a la compatibilité, vu que c'est littéralement avec toutes les cartes graphiques, tous les jeux, et même les applications utilisant l'accélération matérielle, comme YouTube sur navigateur ou Twitch, ou même Prime Video, Disney+, ça marche aussi pour des films, et ça marche également sur console portable Windows. Alors pourquoi je précise console portable Windows? Parce qu'en général, c'est des puces AMD. Donc AMD, n'ayant pas forcément le multiframe génération, là tu peux l'avoir du coup avec lossless scaling. Ensuite, on a le mode adaptatif sur lossless scaling qu'on n'a pas côté Nvidia. Donc adaptatif, j'en parle dans la vidéo sur la version 3.1 de lossless scaling. Ça te permet en fait dans le logiciel directement de choisir si tu veux atteindre un FPS précis. Donc au lieu de dire que tu veux générer 2 fois plus d'images, 3 fois plus d'images, 4 fois plus d'images ou plus, et tu vas dire à lossless scaling, moi, quoi qu'il se passe, n'importe quel FPS que j'ai de base, je veux toujours être à 120, 240, 360, 122, 146, je ne sais pas, mais voilà, tu peux vraiment mettre toutes les valeurs que tu veux et du coup il va générer x 2,2 images. Donc en fait ça va permettre d'avoir moins de latence dans certains cas, un peu plus, bref, d'avoir en fait un côté vraiment adaptatif en fait comme le nom quoi. Donc ça pareil, si tu veux plus d'infos sur cette technique et comment bien l'utiliser aussi, tu as ma vidéo losslessing en version 3.1 du coup qui est disponible sur ma chaîne. En autre avantage, il y a aussi le prix, ça c'est un très bon avantage, et également le dépassement des limites de FPS dans le jeu. J'en ai parlé précédemment avec Mortal Kombat, et bien Mortal Kombat est limité à 60 FPS. Quoi que tu fasses, n'importe quel carte graphique que tu aies, c'est 60 FPS maximum. Et bien lossless scaling te permet tout simplement de passer à 120, 240, 360, 145, je ne sais pas, bref, les FPS que tu veux atteindre sur le jeu, c'est possible même si le jeu est limité à 60 FPS. Donc il y a beaucoup d'avantages des deux côtés, après c'est des avantages différents forcément, mais il y a des avantages quand même des deux côtés. Je pourrais rajouter également les performances parce que c'est pas très loin de Nvidia, mais voilà, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo. En inconvénient, maintenant il y en a beaucoup côté Nvidia, je regarde en même temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a le fait que ce soit peu compatible, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont encore le multiframe génération, ou même le frame génération, bon ça de plus en plus, mais le multiframe génération c'est très rare. Il faut forcément une RTX 4000 ou une RTX 5000 pour avoir le frame génération x2 ou x3 x4. Il n'y a pas de mode adaptatif, tu ne peux pas choisir précisément combien de FPS tu veux avoir, 120, 122, 126, etc. Tu ne peux pas dépasser les limites de FPS dans le jeu. Mortal Kombat par exemple, il n'y a pas du tout de multiframe génération, donc c'est pas possible. Et le dernier inconvénient, c'est Bethesda qui pue la merde. Je sais pas comment ils codent leur jeu, je sais pas, je pense qu'ils sont tous à se taper le cul sur le clavier, c'est pas possible, parce que c'est de pire en pire plus ils font des mises à jour. Alors là tu te dis, mais t'attaques un studio, c'est quel jeu précisément? Indiana Jones. Indiana Jones, ce jeu de merde. Niveau optimisation, niveau gameplay, c'est discutable, mais niveau optimisation, c'est pas discutable. Alors je n'ai pas relancé le jeu depuis la dernière fois, mais ils ont fait une mise à jour qui permet d'avoir le multiframe génération dans le jeu. C'est simple, sans le multiframe génération, je donne un exemple, je suis à 80 FPS, ce qui est pas
pas énorme pour ce jeu, mais bon, je suis à 80 FPS. J'active le multiframe génération en x4, donc logiquement, avec la baisse de FPS, je passe à aller à 60, x4, 240. Non, 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 c'est divisé par 4, parce que c'est optimisé avec le cul, et c'est implémenté avec le cul, donc on divise par 4. Donc je me suis retrouvé avec un jeu, avec littéralement, faudrait que je retrouve un screen que j'avais fait, littéralement à 3 FPS. Et vous allez me dire, non, mais c'est le x4 qui marche pas, j'ai essayé le x3, c'est pareil. Et là, tu vas me dire, non, mais c'est le x3 qui marche, le x2, c'est pareil. Là, tu vas me dire, non, mais c'est parce qu'ils ont implémenté, et du coup, ça marche pas avec le multiframe génération, mais avant ça marchait pas non plus. Avec le frame génération avant, impossible de l'utiliser. Je l'utilisais, j'avais des saccades, et ça, par contre, j'en ai parlé beaucoup de fois dans mes vidéos, j'avais des saccades infernales. C'était inutilisable, c'était vraiment injouable pour le coup, c'est pas, je fais pas ma petite princesse, c'était vraiment injouable. Donc, traduction de ce point négatif très visé vers quelqu'un, mais je ne citerai pas évidemment pour pas me foutre dans la merde, et bien c'est que si les développeurs l'implémentent mal, et bah tu l'as dans le cul, tout simplement. Je veux pas d'autres conclusions possibles, c'est juste tu l'as dans le cul en fait. Côté lossless scaling, du coup, quel inconvénient on a? Déjà, on n'a pas Bethesda. Ça c'est déjà un avantage du coup, faudrait que je le rajoute dans les avantages, on n'a pas Bethesda. Non, évidemment, plus sérieusement, en inconvénient, on a la qualité, ça c'est indéniable, la qualité est quand même beaucoup moins bien, et peut être quand même facilement dérangeante aussi. La latence, en ressenti que je trouve plus importante, encore une fois, c'est potentiellement biaisé par la qualité. La charge de la carte graphique qui est quand même plus importante, on a également quelques bugs. C'est vrai qu'il y a quelques bugs, par exemple avec le HDR en DXGI, donc ça c'est pour l'API. Potentiellement tu vois pas de quoi je parle si t'as pas regardé ma vidéo explicative, mais grosso modo tu peux choisir l'API, et avec cette API particulièrement, en activant le HDR, ton écran est beaucoup plus sombre. Et si tu es en DXGI par exemple, et juste tu augmentes le son Windows, donc tu as la petite barre Windows qui va apparaître en augmentant le son, et bien tout ton jeu va bugger parce que dès qu'il y a un petit overlay, ça fait tout bugger. Évidemment, il y a des contournements possibles, dont j'en parle justement dans ma vidéo, mais voilà, il y a quand même des bugs, c'est pas encore parfait non plus. Et après, je le cite quand même si j'ai une très bonne vidéo explicative, mais les réglages, c'est un potentiel frein pour pas mal de personnes parce qu'il faut quand même comprendre un minimum et savoir quoi modifier si jamais tu as des problèmes de performance par exemple. Et maintenant qu'on a parlé, je pense que cette vidéo va être très longue, maintenant qu'on a parlé inconvénients, avantages, qualité, performance, etc., on va parler prix. Et là, comme dirait Claude François, non, c'est pas Claude François, et là. C'est qui? C'est France Gall, je crois. Ma blague est totalement foirée. Eh bien, côté Nvidia, c'est une grosse surprise, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est 0 €, free, gratuit, free pas l'opérateur, free gratuit 0 € quoi. Donc voilà, on peut arrêter la vidéo, je pense, c'est pas mal, hein. Merci, au revoir, salut. C'est gratuit, tu peux pas battre gratuit, c'est tout. J'ai dit que je le faisais plus, je l'ai fait encore une fois, excusez-moi, ce n'est pas réellement gratuit. Enfin, c'est gratuit, oui, sur le papier, mais pas vraiment. Si t'as un peu suivi la vidéo, tu sais que c'est gratuit si tu as une carte graphique de série 4000 ou 5000. Donc si tu as une carte graphique 5000, tu es déjà bien passé à la caisse quand même, parce que actuellement, il y a que des hauts de gamme qui sont sortis. Et si tu es sur des 4000, bah déjà, t'as que le frame génération en x2, et par contre, tu peux trouver des cartes graphiques un peu moins chères, la 4060 par exemple. Et côté du coup, lossless scaling, là par contre, c'est payant, littéralement, faut payer le logiciel, donc c'est 5-6 € à peu près, même s'il était en promotion à 3-4 € il y a pas longtemps. Mais au moins, c'est accessible à toutes les cartes graphiques et pour tous les jeux et bien plus. Je vais pas le reciter, mais voilà, il y a quand même beaucoup de compatibilité. Même si évidemment, il faut un PC à un minimum puissant, alors que côté Nvidia, si ta carte graphique est compatible, t'as aucun problème. T'as pas besoin de te soucier si la technologie sera compatible et sera intéressante à utiliser. Donc pour faire une méga conclusion très rapide, est-ce qu'il faut choisir Nvidia ou est-ce qu'il faut choisir lossless scaling? Alors la question déjà, elle se pose uniquement si t'as une RTX 4000 ou 5000 et du coup ta carte graphique est compatible. Alors évidemment, je vois venir la commu AMD et même pas que, hein, c'est vrai qu'il y a aussi la technologie côté AMD qui est compatible sur des cartes graphiques Nvidia. Donc c'est-à-dire que par exemple si tu as une 3070, et bah tu peux utiliser la génération d'images de AMD sur les jeux compatibles évidemment. Mais vu que c'est pas tout à fait pareil et qu'il n'y a pas de génération multiple d'images, on peut pas faire x3 ou x4, j'en ai pas parlé et je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais je le précise, je sais que ça existe évidemment. Donc comme je le disais, si tu hésites, c'est que tu as une carte graphique côté Nvidia en RTX 4000 ou 5000 ou potentiellement que tu es juste je suis vraiment grenoblois moi. Ou juste que tu es tout simplement curieux. Alors mon conseil, c'est exactement le même conseil que je m'applique tout seul et que je fais de manière générale. Je privilégie toujours la génération d'images Nvidia qui est donc implémentée dans le jeu quand c'est disponible, évidemment. Que ça soit en x2 ou en x3 ou en x4. Et dans les jeux où ce n'est pas disponible, eh bien en général, les jeux où ce n'est pas disponible, ma carte graphique est largement assez performante pour pouvoir le faire tourner sans génération d'images et même sans DLSS. Mais ça ne m'empêche pas d'utiliser lossless scaling sur Mortal Kombat par exemple, où il n'y a pas de génération d'images et dans tous les cas le jeu est limité à 60, donc il n'y a que lossless scaling qui me permet d'avoir un jeu beaucoup plus fluide. Et même si c'est pas mon utilisation, dans théorie en tout cas, je pourrais l'utiliser sur YouTube et sur Twitch, là où Nvidia il n'y a pas de compatibilité, et je pourrais également l'utiliser si j'avais une console portable sous Windows. Donc évidemment, si tu as la génération d'images compatible et disponible dans ton jeu côté Nvidia, utilise-le. Clairement. Et par contre, si ce n'est pas disponible, que ta carte graphique n'est pas compatible ou que le jeu ne l'a pas, eh bien là, tout de suite, il n'y a qu'une solution, c'est le lossless scaling. Et honnêtement, c'est une très bonne option, une très bonne alternative. Et en plus de ça, ça te permet quand même de personnaliser pas mal de choses, de réduire un peu la latence ou de l'augmenter pour avoir plus de performance, plus de stabilité. Bref, tu peux un peu mieux régler ce que tu veux et tout simplement les FPS également que tu veux. Donc voilà, normalement, j'ai tout comparé, j'ai tout vu de long en large et que la latence où forcément c'était un peu plus compliqué pour des raisons assez évidentes et que j'ai déjà expliqué. Évidemment, n'hésite pas à me partager en commentaire si tu utilises le lossless
scaling et si tu privilégies Nvidia ou lossless scaling, et également plus généralement ton avis sur cette vidéo, cette comparaison, bref, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle a été très longue, je suis à 47 minutes d'enregistrement, je pense qu'elle va durer au moins 40 minutes, peut-être même 35 minutes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'au bout, n'hésite pas évidemment à t'abonner, liker, commenter et partager, à faire un tour aussi sur mes autres vidéos, tu vas peut-être trouver des petites pépites et des petites choses intéressantes. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.